Bien, donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce jour. Et donc, dans cette partie-là, on va rappeler quelques notions au niveau du tissu urbain et périurbain. Et donc, au cours de cette leçon, on va rappeler quelques concepts urbains et périurbains. On va rappeler ce qu'on appelle aussi analyse morphologique du milieu urbain et puis le type de découpage. Et puis, vers la fin, il y a des travaux dirigés qui sont organisés en activité. Bien, mais pendant que nous y sommes, pour faire les activités, je vous suggère de vraiment prendre connaissance de ces notions-là et puis des ressources qu'on a mis en ligne. Peut-être ce qu'on n'a pas mis en ligne, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, les méthodes de cartographie. Donc, je pense que je vais donner la clé à offrir, il va mettre ça en ligne. Bien. Qu'est-ce qui caractérise le milieu urbain? Quand on parle de milieu urbain, qu'est-ce qui caractérise le milieu urbain? Le milieu urbain est caractérisé par son dynamisme, on m'a dit tout à l'heure. Le milieu urbain est très dynamique et s'étend facilement. Donc, c'est ce qui fait que c'est vraiment difficile de cartographier de façon efficace le milieu urbain sans tenir compte de ces choses-là, du côté dynamique des villes. Bien, à quoi est dû l'étalement urbain? C'est dû à une croissance démographique, puis l'accès aux fonciers. Aujourd'hui, par exemple, à Abidjan, tout le monde parle de terrain. Ce qui se vend comme des petits plans aujourd'hui, ce sont les terrains. Ça se trouve dans tous les débats, vente des terrains, achat des terrains, etc. Cela aussi est facilité par le développement des routes. Bon, pour ceux qui circulent un peu à Abidjan, on remarque que les voies sont en train d'être créées par-ci par-là. Bien, l'étalement urbain n'est pas seulement un phénomène spatial. D'accord? Voilà, donc on a parlé de démographie. Quand on veut, c'est une des difficultés pour la cartographie du milieu urbain. Est-ce qu'on va regarder l'étalement géographique ou est-ce qu'on va prendre en compte d'autres phénomènes? Donc, ici, vous voyez une ville comme Lagos. Regardez un peu. Ça, si on vous demande de cartographier une ville comme ça, vous voyez, c'est vraiment d'énormes défis. Qu'est-ce que je dois représenter? Qu'est-ce que je ne dois pas représenter? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Etc. Bien, donc, qu'est-ce qu'on attend par analyse spatiale? Ce qui nous intéresse, c'est les objets spatiaux. Donc, qu'est-ce qu'on attend par analyse spatiale? L'analyse spatiale prend en compte, par exemple, la continuité des bâtiments. Comme ici, là, vous voyez que les bâtiments sont alignés. Donc, une fois que tu vois qu'il y a une rupture au niveau de cette continuité, ça doit t'alerter. Est-ce que je suis à la fin de la ville, mais il y a une reprise? C'est ce qu'on appelle étalement l'analyse spatiale. Et puis, il y a la morphologie des bâtis. Vous voyez, dans certains endroits, vous avez à peu près le même type de bâtiment.
le même type de bâtiment. Et puis, après, il y a une cassure. Par exemple, au plateau, on a beaucoup plus d'immeubles. Quand tu vas au Pougon, on a beaucoup plus de maisons basses, etc. Bien. Il y a plusieurs schémas pour pouvoir construire une ville. En réalité, qu'est-ce qui doit se passer? On doit réfléchir en amont sur le modèle de ville qu'on veut créer. Voilà. Est-ce qu'on veut que, par exemple, ça soit de façon circonscrite ou de façon circulaire, comme ici, par exemple? Vous voyez qu'ici, on a notre centre ici, toutes les rues vont converger vers un point. Toutes les rues vont converger vers ce point. Ici, ça, c'est un autre schéma. On voit ici, toutes les voies sont parallèles. Ici, on ne tient pas compte du parallélisme, mais on se dit que toutes les voies doivent converger. C'est par exemple le cas du plateau. Ici, on dit on choisit un endroit ou bien un centre ou bien un lieu. On dit bon, toutes les rues qu'on doit faire doivent converger. Voilà. Donc, c'est ce cas qui est là. Mais ici, on dit bon, toutes les rues qu'on doit faire doivent être parallèles. Voilà. Vous voyez, ça aussi, ça ressemble à un modèle un peu circulaire. Donc, il y a plusieurs scénarios. Voilà, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs schémas de construction d'une ville. C'est ce que j'ai montré. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà, bon, au cours des activités, quand on va vous demander de cartographier, par exemple, une ville, quand tu finis de cartographier, tu verras à peu près le schéma adopté. Voilà. Bien, comme on parle beaucoup d'urbain, périurbain, dans ce cours, le mot urbain, même, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On dit milieu urbain. Le concept urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est en fonction de la démographie? Est-ce que c'est en fonction de la nature des bâtiments? Est-ce que c'est en fonction de la continuité des bâtiments? C'est en fonction de la continuité de la nature. En fonction de la continuité, la nature, la démographie. Bon, c'est pas exclusif. Hein. Et puis, la définition d'une ville varie d'un pays à un autre, ou même d'un continent à un autre. Par exemple, en Europe, est-ce que définissent des villes comme nous, leurs critères de définition des villes, est-ce que ce sont les mêmes critères que nous? Est-ce que tu as une idée de la définition des critères d'une ville? On tient compte de quoi et de quoi? On a parlé tout à l'heure de démographie. On a parlé tout à l'heure de continuité du bâti. Mais est-ce que tu as une idée, par exemple, du seuil démographique? Par exemple, à partir de quel nombre de population on dit qu'on est dans une ville? Voilà donc chaque pays ou bien chaque culture ou bien chaque continent a son critère de définition des villes. Mais il y a certains éléments qui reviennent régulièrement, tels que la démographie. À partir toujours d'un seuil, d'une limite, on parle de ville. Et puis il y a la nature des bâtiments, la continuité des bâtiments, etc. On peut utiliser aussi le critère de distance. Voilà, le critère de distance, dans la plupart des pays européens, le critère de distance est utilisé pour mettre en évidence les surfaces urbaines en noyau urbain. Donc ici, ça c'est un exemple.
Paris même, une ville comme Paris, comme ça, Paris se trouve au milieu. Et puis, c'est pour ça qu'on parle d'arrondissement. Premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième arrondissement, etc. Voilà. Donc, il y a une certaine distance entre les arrondissements. C'est la même chose ici. Voilà, ici. Voilà. Donc, peut-être que ce qui est en gras, voilà, comme il n'y a pas de déjà, ce qui est en gras, ça, c'est c'est la limite, par exemple, du centre-ville. Voilà. Et puis ensuite, on définit encore un autre cercle. Voilà. Et puis, la distance est régulière. Je suis par exemple ici. Là. Cette distance est la même chose que ici, ici, etc. Donc, eux, ils sont vraiment rigoureux sur la définition voilà, de cette histoire de continuité, discontinuité. Donc, il y a ce qu'on appelle des surfaces urbaines en noyau central. C'est ça, c'est ce côté-là qui est là. Donc, on a un centre autour duquel toutes les localités, ou bien toutes les surfaces, tous les bâtis se font. Voilà. Les agglomérations urbaines sont définies comme une aire de bâtis continus. Elle englobe les municipalités centrales, les localités, etc. Donc, ça, c'est vraiment quand on veut définir une certaine centralité. D'accord? Donc, quand on a défini une centralité, ça veut dire qu'on doit faire de telle sorte que toutes les villes aussi convergent vers cette centralité. Bien. Ici, je donne quelques exemples de définition du milieu urbain. Quand il s'agit des noyaux centraux, comme on a parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de distances qui sont laissées. Ces distances-là vont de 200 mètres en Europe jusqu'à 500 mètres en Amérique latine. Bon, au-delà de cette distance, la continuité est considérée comme rompue. Ça veut dire quoi? Entre les bâtiments, il ne doit pas avoir plus de 500 mètres en Amérique latine. On a dans les pays européens, les parties ne doivent pas, les 60 les parties, pardon, ne doivent pas dépasser 200 mètres. Tu vois, voilà. Quand ça dépasse 200 mètres, il y a une rupture de continuité. Donc, ça influence le critère de continuité sur lequel est basé le fonctionnement du milieu urbain. Donc, quand il y a rupture, quand il y a cette rupture au niveau de la continuité, on va entrer dans un autre milieu qu'on appelle le milieu périurbain. Mais quand tu regardes Abidjan, dans certains coins, dans certains quartiers, tu vois que les maisons, c'est difficile de voir 200 mètres. Mais ici, ce n'est pas trop respecté. En Europe, quand on a trouvé un lot, on tient compte de toutes ces choses. Ce lot-là, quelle est sa distance par rapport à l'eau qui vient après, l'eau qui vient après, l'eau qui est à gauche, etc. Bien, on parle maintenant du pays urbain. Par définition, quand on dit pays urbain, c'est la zone qui entoure, ou bien la zone qui se trouve aux alentours des grandes villes. Donc, le concept périurbain, c'est un peu difficile à définir parce que ça varie aussi d'un continent à un autre, d'une culture à une autre. Bien, ça c'est bon. Souvent, on parle de banlieue. Souvent aussi, il y a des gens qui vont dans d'autres milieux, on va parler de quartiers précaires, etc. Voilà. Donc, là aussi, le critère continuité est très important parce que ces agglomérations sont toujours à une certaine distance des grandes villes. Mais comme on l'a dit, une rupture, il y a une rupture à tous les niveaux, au niveau même
du type de bâtiment, au niveau même de la continuité des voies, des voiries, des administrations, etc. Donc, ce concept-là, bon, est vraiment récent. Et c'est vrai, bon, ça existe depuis très longtemps dans le dictionnaire, mais bon, au fur et à mesure que ça a pris de l'ampleur, dans les pays développés, bon, ça a été utilisé longtemps, mais chez nous, c'est un peu difficile à définir en se basant sur les critères. Donc, bon, il y a toutefois certaines des définitions qui reviennent, telles que la proximité, mais le périurbain est toujours à proximité du milieu urbain. Là, l'espace qui est entre le milieu urbain et le milieu périurbain, ça varie. Maintenant, les types de construction qui s'y font, on va voir aussi même les activités. En milieu périurbain, ce n'est pas les mêmes types d'activités qu'en milieu urbain. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qui interviennent. Ici, dans un cas de milieu périurbain, vous voyez, c'est totalement détaché. Ça ressemble même à une ville entièrement. Bon, ça se trouve à côté d'une grande ville. Bon, par exemple, en France, voilà comment ils définissent le milieu périurbain. Il s'agit premièrement des communes qui n'appartiennent pas à une agglomération. Donc, ce sont des communes qui n'appartiennent pas à une agglomération. Il n'y a aucun lien avec voilà, le milieu urbain. Et il doit avoir au moins 40% de leurs résidents actifs qui travaillent dans une aire urbaine. Tu vois. Donc, comment il faut comprendre ça? Donc, ceux qui sont dans le milieu urbain, il y a une grande partie qui travaille dans le milieu urbain. Donc, voilà, ils font. Voilà, c'est comme ici, ceux qui sont à Benjerville, ou à Niamey, etc. Voilà, donc, ils résident là-bas, mais ils viennent travailler à Abidjan. Voilà, donc, en France, par exemple, on dit non, pour que Niamey soit considéré comme, par exemple, un pays urbain, il faudrait que 40% de la population travaille à Abidjan. Voilà. Bon, ça varie peut-être en Hollande, et ils vont dire 30%. Peut-être en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas si cette étude, on peut dire 20%, etc. Qu'est-ce qui favorise le développement du pays urbain? On a parlé tout à l'heure des routes. C'est parce qu'il y a une bonne route qu'on peut quitter à Niamey et puis venir travailler. Mais ce n'est pas si tu as connu dans le temps l'ancienne voie dans Niamey, qui était à Abidjan, là, avant, ce n'était pas bitumé. C'était pas bitumé. Donc, pour un trajet qu'on fait maintenant en moins d'une heure, ou avant, on peut faire 2 heures, 3 heures. Donc, ça rend le déplacement difficile. Donc, l'existence d'un réseau de transport est très important pour le développement du pays urbain. Bon, dans certains pays européens, il y a des métros, il y a des trains, il y a des bus, etc., qui sont développés. Donc, ça fait que ça ne te dérange pas de dormir hors de la ville, loin de la ville, et puis de travailler. Puis, ce qui entraîne aussi le développement du pays urbain, c'est l'accès au foncier. C'est évident, là-bas, c'est plus facile d'avoir de l'espace. Voilà, c'est plus facile et puis c'est moins cher. Quand on dit facile, c'est moins cher là-dedans. Il y a la disponibilité et puis il y a le prix aussi. Même au plateau, là, il y a espace encore. Hein. Mais est-ce que tu peux acheter? Voilà. Donc, oui, effectivement, tu vois, les prix là sont exorbitants. Voilà, donc c'est un peu ça.
Mais personne n'est connecté pour vous dire si tout va bien. Et ce que bien, un autre paramètre à tenir en compte dans le milieu urbain, c'est la morphologie. Voilà. Dans une ville donnée, quels sont les différents types de morphologie qu'on peut avoir? On peut avoir ce cas-là, où on n'a que des immeubles qui sont construits. Voilà. On peut avoir aussi des logements qu'on appelle les mitoyennes. C'est un grand bâtiment. Actuellement, tu regardes un peu les actualités, c'est ce qui est beaucoup développé dans les pays de l'Est. C'est des grands bâtiments, voilà, des cités, des grands bâtiments qui sont alignés. Voilà. Et voilà, ça peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Et puis, ces maisons ont la même architecture. D'accord? Ici, bon, on a peut-être des duplex. Ce n'est pas relié, il y a une distance, une certaine distance entre les duplex. Donc ça c'est ce modèle-là qui est beaucoup plus important en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu es en train d'étudier le milieu urbain, en plus de la définition du périmètre, analyse des continuités démographiques, on analyse aussi le type d'architecture, ce qu'on appelle analyse morphologique. Donc, ça, c'est un exemple de maison au niveau urbain. Donc, ça, c'est la forme d'une ville qui est là. Mais ça, c'est facile à travers l'exercice que vous êtes demandé. Quand vous allez cartographier une ville, vous allez tout de suite voir le schéma directeur. Comment cette ville-là est construite. Donc, ça, c'est un exemple de milieu urbain. C'est urbanisé, un site urbanisé. Bon, il faut. Donc, ça, comme on l'a dit, on peut dire qu'un site est urbanisé. Il peut évoluer, il peut quitter du milieu urbain, périurbain, pour devenir urbain. Voilà. Si, par exemple, en France, les conditions qu'on a définies, si ça dépasse, ça peut changer. Voilà. Si la continuité, par exemple, change, par exemple, l'espace qui est entre le milieu urbain et puis si cet espace a disparu, on ne parle plus de périurbain, c'est ce qui fait que Benjerville, maintenant Abidjan, tu peux quitter ici, la Cocody, ça jusqu'à Benjerville, il n'y a pas de nature. Mais avant, ce qu'on appelait barrage, Palmeraie, à partir de là, tu verras, il n'y a plus de maisons. Dans les Fayas, il n'y a plus de maisons jusqu'à l'entrée de Benjerville. Voilà, donc ici, bon, on fait ça. On fait ça. Et quels sont les types de découpage qu'on peut avoir? Bon, on peut avoir un type de découpage en zone, en système, ou bien en aire fonctionnelle. Ça, c'est comment est-ce que tu veux cartographier. Voilà, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Où je vous ai demandé par quoi on commence quand on veut cartographier une ville. Est-ce que c'est par les maisons? Est-ce que c'est par les voiries, etc. Voilà. Bien, donc, ici, quand on prend le type de découpage en zone, je pense que je vais donner quelques exemples. Ici, tu ne verras que ça. C'est comme les cartes administratives de la Côte d'Ivoire. On parle de la région de Tonki,
la région des 18 montagnes, c'est des zones comme ça. Là, tu ne verras pas forcément les routes principales. Voilà, tu ne verras pas les routes. Tu verras que des zones. Tu as déjà vu une carte administrative où on dit, bon, ça c'est la région des Pompiers. Ce sont des régions administratives. La Côte d'Ivoire a été découpée en plusieurs régions administratives. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de découpage de zones. Donc, ici, quels sont les avantages et les inconvénients? La principale difficulté de cette approche réside dans le fait que chaque zone géographique est constituée de composants hétérogènes. On trouve un niveau à la fois des espaces libres, des routes, etc. Donc, c'est vraiment pas compte de certaines spécificités. Bon. Il y a le découpage en système. Donc, ici, ça veut dire quoi? Tu vas cartographier l'ensemble des routes que tu as appelé système viaire. Tu as cartographié l'ensemble des bâtiments, tu as appelé système bâti, l'ensemble des. Voilà, donc tu procèdes comme ça. Par exemple, quand moi je prends ce type de découpage et que je vais cartographier toute la Côte d'Ivoire, donc je vais représenter toutes les routes qui vont quitter du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc. Voilà. Et bon, par la suite, vous allez comprendre de façon pratique. Si moi, je n'ai pas besoin, par exemple, des informations sur les bâtiments, ce qui m'intéresse, c'est la voirie. D'accord? Moi, je suis dans le Côte d'Ivoire, ce qui m'intéresse, c'est la voirie. Donc, je peux appeler le système viaire. Donc, je ne verrai que dans la voirie. Maintenant, si je veux visualiser les bâtiments, je vais appeler. Donc, vous allez voir ça, et ça c'est dans les détails. Quand vous allez commencer à faire la cartographie. Ici, ce que j'ai représenté, ce sont les routes. La voirie est appelée système viaire. Ici, par exemple, ce sont les bâtiments, les parcelles, etc. Donc, quand on parle de bâti, par exemple, ça regroupe l'ensemble des bâtiments, voilà, quelle que soit la forme. Voilà, parce que c'est vrai, les images, les photos, les images aériennes, ou bien les images issues des photographies aériennes, ou bien les satellites, donnent assez de précision. Mais quand moi je dois représenter sur une carte, bon, je ne peux pas avoir toutes ces options, mais c'est dans la base de données. Voilà. Dans la base de données, vous avez, tiens, voilà, tel bâtiment, ou bien tel polygone correspond à tel bâtiment, je donne le nom du propriétaire, à quoi ça sert, le nom des niveaux, etc. Donc, quand on parle de découpage en système, généralement, il y en a trois. Système bâti, système, système de la route, viaire, et puis système parcellaire. Les parcelles, bon, généralement, dans les villes, il y a des espaces verts, il y a des espaces qui ne sont pas construits. Tout ça, ça porte le nom de système parcellaire. Et une fois que c'est construit, ça devient système bâti. L'ensemble des voies, c'est système viaire. Les voies, là, on peut avoir les autoroutes, on peut avoir, comment on appelle ça, les petites rues, les ruelles, enfin, voilà. Il y a une diversité de voies. Voilà. Système espace libre, bon, ça rentre dans le cas de système parcellaire. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut représenter une ville. Voilà, donc, on peut représenter par
les zones, ça, en zone, ou bien en système. En système, là, je dois identifier, c'est comme si c'est une organisation. Je mets les bâtiments ensemble, je mets les routes ensemble, les espaces verts, les espaces libres ensemble. Mais dans le cas des zones, là, je ne fais pas cette séparation. Je ne vais pas sur une certaine superficie. Dans une même superficie, j'ai toutes ces informations. J'ai les bâtiments, j'ai les routes, j'ai les espaces verts, etc. Mais ce qui est de plus en plus pratique, on va voir, ce sont les découpages en système. Par exemple, quand il y a une mise à jour à faire au niveau des routes, il suffit de visualiser les routes et puis je vais ajouter. Alors que quand c'est déjà en zone, c'est la mise à jour est difficile. On va passer à la leçon 2, c'est juste donner quelques explications parce que ici, la leçon 2, on va rentrer un peu dans le côté pratique. Bon, moi, quand je préparais ce cours, c'était vraiment de vous permettre, à la fin de ce cours, de pouvoir faire ce qu'on appelle une cartographie. Voilà, donc, moi, j'ai choisi un support pour vous. Le support le plus utilisé, le plus accessible, c'est Google Earth. Là, tu ne payes pas 5 francs. Ça permet de voir toutes les informations dont on a parlé ici. Voilà, donc, je vous montre les étapes. Et puis, j'ai choisi aussi le logiciel, l'outil de cartographie. Donc, vraiment, j'ai pris mon temps, j'ai donné toutes les informations. Donc, il suffit de parcourir attentivement les leçons et puis vous allez vous en sortir. Vous allez pouvoir reproduire les mêmes choses. Bien. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'outil de cartographie. Quand je dois faire une cartographie, il me faut des outils. D'accord? Mais ici, il me faut des outils et puis un support, la source d'information. C'est ce qu'on appelle source d'information, n'est-ce pas? Donc, quelle sera notre source d'information pour ce cours? Notre source d'information, c'est essentiellement Google Earth. On a quel outil on va utiliser pour représenter les objets, là, les points, les polygones, les lignes, etc. Quel outil je vais utiliser? L'outil, ce sont les logiciels. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire ça avec les logiciels. Le logiciel aussi ne se choisit pas n'importe comment. On choisit d'abord en fonction de sa disponibilité, en fonction de sa complexité, est-ce que c'est facile à manipuler, et puis est-ce que c'est accès libre ou bien c'est payant. Étant donné que, bon, on est dans un milieu académique, on n'a pas assez de moyens pour ces choses-là, donc notre recherche va être orientée, nos travaux vont être orientés vers les logiciels qui sont gratuits. Ici, je vous montre juste un exemple. Voilà, donc, le logiciel qu'on va utiliser, il est nommé SafeJS. Donc, j'ai indiqué le lien où est-ce qu'on peut télécharger. Voilà, donc, c'est sur ce lien-là. Donc, quand vous allez sur ce lien, vous allez avoir toutes ces informations, la documentation, voilà, une brève présentation du logiciel, et puis les différents modules du logiciel. Vous allez avoir toutes ces informations. C'est un travail qui n'est pas difficile, mais c'est méticuleux. Ça demande beaucoup d'attention. Il ne faut pas sauter d'étape, il ne faut pas te précipiter. Voilà. Donc, une fois que tu as téléchargé le logiciel, il s'ouvre facilement. Voilà un peu l'interface. Je vais aller directement. Voilà un peu. Et quand tu vas sur le site se présente comme ça. Et puis, tu vas télécharger le logiciel. D'accord? Et tu télécharges le logiciel. Bon, voilà, le téléphone logiciel est là. Tu lances. Voilà, une fois qu'il est fait, maintenant, comment installer? Là, il y a un document qui explique bien cela. C'est le document nommé démarrage avec SafeJS. En 5 minutes, hein,
tu as déjà compris le principe. Et maintenant, tu as téléchargé, tu sais comment ouvrir, et tu sais comment installer, pardon. Et puis, quand tu ouvres SafeJazz, on a 4 modules. SafeTK, CDedit, SaveMail, Savant, etc. C'est un outil qui est très simple, c'est vraiment simple. Même quelqu'un qui n'a jamais fait cartographie, on peut l'utiliser. Parce qu'on va donner toutes les informations, toutes les étapes. Et voilà, à quoi servent les 4 modules? Le premier module, bon, c'est vraiment le début, c'est dans ce module-là, on donne les informations classiques qui sont spécifiques. Création de la base de données, gestion des vues, tout ça, c'est indiqué étape par étape. Ça permet de faire le géoréférencement. CDedit, ça permet de faire les digitalisations, de représenter les points, les lignes, les polygones, etc. Maintenant, Savant, c'est la finalisation, ajout des légendes, les couleurs, etc. Bien, donc ici, c'est comment ouvrir un périmètre de cartographie sur Google Earth. On a dit dans les méthodes de cartographie tout à l'heure que la première étape, c'est la détermination du périmètre. Il faut identifier le périmètre. Maintenant, comment on va faire pour rentrer les périmètres? Donc, il y a deux possibilités. Soit tu ouvres une image qui paraît toute la ville d'Abidjan et puis tu zoomes au fur et à mesure, tu cibles la zone. Mais ensuite, tu connais les coordonnées. Alors, moi, je vais représenter Cocody, je connais les coordonnées de Cocody. Donc, je fais rentrer les coordonnées de Cocody. Une fois que je fais le logiciel même, place dans la ville de Cocody, le quartier de Cocody. Et ça se positionne directement sur l'écran. Donc, ici, bon, ce sont les premières étapes. Il suffit de suivre ça. Les étapes, il suffit de suivre ça. On dit, par exemple, ça, il faut cliquer sur le premier module, c'est l'édit, et puis tu vas faire ces étapes-là, etc., etc. Voilà. C'est d'abord, en fait, tout ça, ce sont des étapes. Voilà. Ce que je tiens à dire, bon, c'est un logiciel qui est gratuit, mais demande certaines informations. Tout ça, c'est pour que ton travail soit organisé. Par exemple, toi, tu peux travailler sur ta propre machine, mais il peut pas arriver que quelqu'un d'autre aussi peut travailler sur ta machine. Et puis, si la personne, tu peux sécuriser ton travail, c'est qu'on demande les noms d'utilisateurs, des choses comme ça. Création d'un compte utilisateur, bon, tout ça, c'est le mode de fonctionnement. Voilà. Créer la base de données. Bon, on voit, c'est expliquer ce qu'on appelle la base. Parce que, comme on l'a dit, dans une carte, d'abord, il y a les objets et puis il y a la base de données. Donc, quand tu as un objet, toutes les informations que tu peux ajouter, tu ajoutes, etc. Bon, ici, on montre à peu près comment faire entrer les coordonnées. Voilà. Quand tu suis toutes ces étapes, bon, je vais aller directement vers la fin. Quand tu suis toutes ces étapes, c'est à ça qu'on va arriver. C'est à ça qu'on va arriver. Voilà. Donc, ici, j'ai en même temps ma source de données qui est une image de très haute résolution, Google Earth. Et puis, j'ai le logiciel, voilà, qui me permet de faire, voilà, de saisir les objets. En tout cas, n'ayez pas peur. C'est fait de telle sorte que même si tu n'as jamais manipulé un logiciel de SIG, tu puisses vraiment manipuler. Ici, j'ai simplifié. Ça vous évite d'aller prendre un logiciel à part, de télécharger une image à part, de faire rentrer l'image dans le logiciel, etc. Ici, le logiciel même te permet d'ouvrir directement une fenêtre sur Google Earth.
Donc, une fois que la fenêtre est ouverte, tu peux zoomer comme tu veux. Il y a des outils sur le PC qui te permettent de zoomer, etc. Voilà, donc ici, ouais, ça c'est la vue d'Abidjan. À cette échelle, je ne vois pas grand-chose. Donc, pour pouvoir identifier, je le zoome. C'est ce qui est intéressant avec les logiciels. Tu peux zoomer ta partie d'intérêt. S'il y a une information que tu ne vois pas, tu peux zoomer sur ce que ça devienne visible pour toi. Voilà, donc, voilà un peu. Voilà, donc ça c'est la leçon 2. C'est-à-dire la leçon 1, c'est vraiment pratique, mais il faut parcourir la leçon et puis comprendre certaines définitions des concepts. Ça vous permet de faire certaines activités. C'est ce que je vous donne là. Tant que tu n'as pas pris connaissance, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas faire les activités. Voilà. Bon, la leçon 2, la leçon 3, on va parler de. Ici, la leçon 3 va parler de la numérisation du système viaire. Bon, j'ai dit tout à l'heure, le système viaire représente quoi? Ce sont les bâtiments, ce sont les routes, voilà, le système viaire. Donc, ici, c'est expliquer étape par étape comment on numérise les routes. D'abord, la première étape, c'est d'ouvrir une fenêtre, un périmètre de cartographie. Donc, le périmètre là, il est déjà ouvert. D'accord? Et puis, comment je dois m'organiser? Tout ça, ça montre dans les détails ce qu'il faut faire. Voilà. Comment représenter les lignes, les points, etc. Donc, au finish, je dois pouvoir tracer des traits comme ça. Qui représentent quoi? Les routes. Voilà. Donc, je fais des traits au fur et à mesure, je fais des traits qui représentent les routes comme ça. Au fur et à mesure. C'est vraiment expliqué en détail. N'importe qui peut s'en sortir. Voilà. Voilà. Ça, ce sont les routes. Et après les routes, on n'a pas encore, je parle des bâtisses. Les bâtisses sont les bâtiments. C'est les mêmes choses. Donc, tu suis étape par étape. J'ai vraiment pris le temps de bien faire les choses. Donc, la première étape, chaque fois, c'est d'ouvrir un périmètre de cartographie. Mais ce n'est pas le même type d'information. Ce que j'ai fait avant, ce sont les routes seulement. J'ai numérisé, je ne me suis pas intéressé au bâtiment. Mais là, je m'intéresse au bâtiment. Ça montre toutes les étapes, comment on représente le bâtiment. Voilà. Au finish, je dois avoir quelque chose comme ça. Je dois avoir quelque chose comme ça qui va représenter les bâtiments. Voilà. Les bâtiments. Après, les bâtiments, bon, j'ai déjà représenté les routes, les bâtiments, peut-être donc comme les poteaux, c'est un peu difficile, mais j'ai quand même expliqué comment il faut faire. Vous, dans votre TPA, vous n'allez pas avoir à fait ça. C'est plus les bâtiments, les routes que vous allez faire. Quand j'aurai fait toutes ces choses-là, quand j'ai parcouru toutes ces étapes, donc la fin, c'est l'habillage de la carte. La carte doit être belle, la carte doit être attirante. Donc, vers la fin, je dois avoir une carte avec les légendes, tout. En suivant toutes ces étapes-là, je vais arriver à une carte qui est finalisée. Je reviens encore sur toutes ces choses-là, comment ajouter une légende. Donc, ça,
dans l'habillage. Dans l'habillage, il faut ajouter l'échelle du sens du nom. Voilà, on doit le faire. Voilà, donc ici c'est la ligne légende que j'ai ajoutée. Voilà, ça c'est le nom géographique. J'ai ajouté le nom. Donc, ça commence à ressembler à une carte. Voilà. Donc, j'ai les parties, j'ai les routes, sont les routes que tu vois, etc. Et puis, les gens commencent à venir à quelqu'un. Et puis, quand je veux faire toutes ces étapes, bon, je peux ajouter les grilles de coordonnées. Donc, vers la fin, bon, j'ai quelque chose de ce genre. Je vois que à la fin, j'aurai une carte vraiment bien élaborée avec toutes les informations. Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce cours a permis de définir les grandes lignes de concepts urbains et urbains et leur évolution en s'appuyant sur quelques exemples à travers le livre, etc. En outre, ce cours est une initiation à la cartographie car il s'appuie sur des exercices pratiques avec un logiciel libre qui est CGIS. Ce logiciel est accessible gratuitement. Et puis la source d'information est gratuite. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il te permet de se connecter directement à Google Earth. Contrairement à Google, c'est peut-être que QGIS, ou bien ArcGIS, où il faut télécharger l'image et puis ensuite l'incorporer dans le logiciel. Voilà. Donc, et pour terminer, ce n'est pas le seul logiciel de cartographie. Il y en a vraiment une multitude de logiciels. Donc, pourquoi j'ai choisi? Parce que c'est facile, voilà, c'est facile à utiliser et puis ça permet de se connecter à la source d'information facilement. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire pour ce cours aujourd'hui. Si d'aventure vous avez des questions, voilà, vous pouvez les préparer pour la prochaine séance. Donc, essayez vraiment de parcourir les ressources, les cours, toutes les étapes de cartographie. Bon, à première vue, ça peut sembler difficile, mais il faut prendre son temps, parcourant étape par étape. Une fois que tu as compris ça, ça te sert de socle, de base pour aborder aisément n'importe quel logiciel de cartographie. Bon, ceux qui sont en ligne, bon, j'ai vu quelques personnes venues et puis après, j'ai fait de la nouvelle. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Activité